Grand B. Les attributions juridictionnelles du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a deux attributions juridictionnelles principales. D'une part, il est juge du contentieux de certaines élections, et d'autre part, il est juge de la constitutionnalité des lois. Tout d'abord, petit a, le contentieux électoral. Le Conseil constitutionnel est tout d'abord le juge du contentieux des élections présidentielles, des élections parlementaires, ainsi que des référendats, ce qui lui donne le pouvoir de valider ou d'invalider une élection. Et il peut être saisi à ce titre par tout électeur ou, comme c'est le plus souvent le cas, par tout candidat. Il peut également être saisi de recours contre les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. On remarquera ici que le contentieux des élections au Conseil des collectivités locales, ce contentieux appartient, lui, aux juridictions administratives. Voyons maintenant dans un petit b le contrôle de la constitutionnalité des lois. Nous venons de voir que la Constitution étant la norme suprême, toutes les lois lui sont donc soumises. Ce qui fait qu'un contrôle de constitutionnalité peut être en principe appliqué à toutes les lois, à l'exception toutefois des lois référendaires, cette exception étant justifiée par le fait que les lois référendaires sont l'expression directe de la volonté du peuple. Cependant, pour que le contrôle de constitutionnalité ait lieu, il faut qu'une juridiction puisse l'exercer. Or, à ce point de vue, la situation de la France diffère de celle des pays étrangers. Ainsi, par exemple, aux États-Unis, il est possible d'invoquer l'inconstitutionnalité d'une loi devant n'importe quelle juridiction. Tout juge peut refuser d'appliquer une loi déjà entrée en vigueur au motif qu'elle est inconstitutionnelle. En Allemagne, en revanche, la constitutionnalité des lois ne peut être appréciée que par une seule juridiction, la Cour constitutionnelle fédérale, mais tous les citoyens peuvent saisir cette juridiction et celle-ci peut déclarer une loi inconstitutionnelle, même après l'entrée en vigueur de cette loi. En France, la situation est quelque peu différente. Le contrôle de constitutionnalité a été initialement conçu par les rédacteurs de la Constitution de manière fort restrictive, de manière à ce qu'il soit à la fois rapide et définitif. Mais nous allons voir qu'ultérieurement, ce contrôle a évolué dans un sens nettement plus extensif. Premièrement, la conception restrictive initiale du contrôle de constitutionnalité. La conception initiale du contrôle de constitutionnalité reposait sur trois restrictions qui, pour certaines d'entre elles, sont toujours d'actualité. Première restriction, le contrôle de constitutionnalité est réservé à une seule juridiction, le Conseil constitutionnel. Aussi bien la Cour de cassation que le Conseil d'État se refusent à effectuer un tel contrôle. La raison en est qu'aucun texte ne leur donne ce pouvoir, alors qu'au contraire, la Constitution n'a autorisé le contrôle de constitutionnalité que par un organe déterminé, le Conseil constitutionnel, et à certaines conditions précises. Deuxième restriction, le contrôle de constitutionnalité, avant la promulgation de la loi, ne peut pas avoir lieu à la demande de n'importe quel citoyen. Seuls ont qualité pour saisir le Conseil constitutionnel le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale
et également, depuis une réforme constitutionnelle intervenue le 29 octobre 1974, un groupe de 60 députés ou de 60 sénateurs. Remarquons au passage que cette réforme est très importante en pratique parce que c'est elle qui a permis aux partis d'opposition de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Troisième restriction, le contrôle de constitutionnalité ne pouvait pas, en principe, être exercé a posteriori. Il ne pouvait être initialement exercé qu'a priori, c'est-à-dire seulement avant la promulgation de la loi. Le principe était en effet que la saisine du Conseil constitutionnel ne pouvait avoir lieu qu'entre le vote de la loi par le Parlement et sa promulgation par le président de la République, laquelle doit avoir lieu dans les 15 jours suivant ce vote. Lorsque le Conseil constitutionnel est ainsi saisi, le délai de promulgation se trouve évidemment suspendu jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait rendu sa décision. Maintenant, cette limitation du contrôle de constitutionnalité à un contrôle a priori, cette limitation posait problème. Supposons l'existence d'une loi qui n'ait pas fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Ce n'est pas là une hypothèse d'école. Par exemple, au cours des années 1974 à 1994, le Conseil constitutionnel n'a été saisi que de 207 textes, alors que la production législative pour cette même période est d'environ 1600 lois. Ce qui montre bien que la très grande majorité des lois ne sont pas soumises au Conseil constitutionnel, y compris parfois des lois très importantes, comme par exemple dans cette période, les lois créant le nouveau code pénal. Or, il est possible qu'une loi dont le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi soit contraire à la Constitution. Eh bien, cette loi, elle devait quand même être appliquée parce que son inconstitutionnalité ne pouvait plus être sanctionnée. Alors c'est pour éviter cela qu'un projet de révision de la Constitution date du 29 mars 1990 s'était prononcé en faveur d'un contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois. Et cette idée a finalement été consacrée lors de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Voyons ainsi dans un deuxièmement l'extension ultérieure du contrôle de constitutionnalité. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a consacré le contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois au sein des nouveaux articles 61-1 et 62 de la Constitution. En l'occurrence, il est prévu qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée par des parties à un procès, et cela devant toutes les juridictions du fond, à l'exception de la cour d'assises, et cela aussi bien au premier degré que pour la première fois en appel. On parle ici de questions prioritaires, car la réforme pose le principe suivant lequel les questions de constitutionnalité doivent toujours être envisagées avant les questions de conformité de la loi aux traités internationaux. Alors, la juridiction qui est ainsi saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité, d'une QPC comme on l'appelle souvent en pratique, la juridiction saisie d'une QPC doit statuer sans délai sur la transmission de la question à la Cour de cassation au Conseil d'État. Mais cette transmission suppose que certaines conditions soient remplies. Il faut tout d'abord que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, ou qu'elle constitue le fondement des poursuites. Il faut ensuite
que cette disposition n'ait pas été déjà déclarée conforme à la Constitution par une décision antérieure du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances depuis. Et il faut enfin que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Si ces conditions sont remplies, la transmission est alors décidée et elle doit avoir lieu dans un délai de 8 jours accompagné des mémoires ou des conclusions des parties. Cette transmission a pour conséquence que la juridiction initialement saisie doit alors en principe surseoir à statut. Et dans un délai de 3 mois à compter de cette transmission, le Conseil d'État ou la Cour de cassation selon le cas va devoir se prononcer sur cette QPC. Ces juridictions suprêmes vont alors opérer un contrôle un peu plus approfondi en vérifiant que la difficulté est sérieuse et que la question est nouvelle. Là aussi, le Conseil d'État ou la Cour de cassation doivent se prononcer dans un délai de 3 mois. Si la Cour de cassation ou le Conseil d'État considère que ces deux conditions sont bien remplies et qu'elle décide de transmettre la question au Conseil constitutionnel, alors le Conseil constitutionnel, à son tour, doit statuer dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, les parties au procès pouvant présenter de manière contradictoire leurs observations. Et si le Conseil constitutionnel juge alors que la disposition législative qui est ainsi déférée par la QPC, s'il juge que cette disposition législative est inconstitutionnelle, eh bien ceci a pour conséquence d'entraîner l'abrogation de cette disposition. En principe, cette abrogation ne vaut que pour l'avenir, d'une part, et elle vaut aussi, d'autre part, s'agissant du passé, uniquement à l'égard de l'auteur de la QPC et à l'égard des instances en cours qui ne sont pas encore achevées. Maintenant, on peut remarquer ici que le Conseil constitutionnel peut aussi choisir une autre modulation dans le temps des effets de sa décision. Par exemple, en reportant de 6 mois dans le temps l'abrogation de la disposition législative afin de permettre au gouvernement de faire voter une nouvelle loi qui sera, elle, conforme à la Constitution.